Hey guys, welcome back dans cette deuxième vidéo sur mon Inktober dangereux 2021. J'espère que ça va bien, j'espère que vous avez bien avancé sur votre Inktober, que vous n'avez pas lâché l'affaire. Si c'est le cas, c'est le moment de vous rebooster. En tout cas moi, j'ai pas encore commencé, si ça peut vous aider. Et là, l'atelier Fong est en train de fermer, c'est là que je voulais acheter mon matos. Mais c'est pas grave, on y va tout de suite. Ça fait 34 ans. Welcome back dans le studio. Alors premier truc que j'ai ramené de la maison qui manque au décor, cette petite tête qui vous donne un indice sur le projet sur lequel j'ai bossé pendant toute l'année dernière. Donc je le replace dans le décor. Autre truc que j'ai ramené évidemment, c'est tout mon matos. Et puis un truc que j'ai acheté exprès pour cette série de vidéos et pour ce Inktober. Je vais le mettre tout de suite. Voilà, bon, j'espère que vous me regarderez dans les bons yeux. Donc je vais vous expliquer un petit peu mon... La taille crayon. Je vais vous expliquer un petit peu mon processus, comment j'ai travaillé un petit peu ce Inktober parce que voilà, il y avait beaucoup de choses à préparer en amont avant de commencer. Donc ce que j'ai fait, c'est que j'ai commencé par en fait regarder la cover de l'album qui est là, qui est magnifique. Si vous pouvez la voir en format vinyle, c'est le plus grand qu'on peut trouver dans le commerce en bonne qualité. C'est vraiment la plus belle. Après évidemment il y a eu le CD qui est tout petit. Puis maintenant quand tu écoutes, on voit vraiment plus rien parce que tu regardes sur ton iPhone là, sur ton téléphone, c'est en tout petit. L'idée, ça va être de redonner à ce tableau sa grandeur d'origine, ok? Donc j'ai beaucoup regardé cette pochette avec juste à côté la liste officielle de Jack pour essayer de retrouver voilà, tous les thèmes dans la cover, soit pouvoir les avoir directement dans la pochette d'origine, soit de pouvoir les réinterpréter dans ma version du tableau. Donc j'ai fait ça bien, j'ai fait ça sur un Google Doc où j'ai écrit comme ça tous les thèmes et tout ce que je voulais faire par rapport à ces thèmes. Et après j'ai pris Procreate. J'ai scanné, enfin j'ai pris en photo la pochette et j'ai redessiné par-dessus voilà, mes idées pour au final faire une impression très légère de certains éléments du tableau pour avoir les bonnes proportions. Et comme ça je vais pouvoir vous faire découvrir petit à petit ce que j'ai décidé de faire pour ce tableau. Donc pour la première fois je crois sur cette chaîne, je vais faire un dessin en fait, qui est tellement compliqué et complexe que je ne vais pas pouvoir tout montrer le processus dans la vidéo, sinon la vidéo va durer 3 heures. Donc... alors si vous entendez parfois des bruits bizarres ou vous voyez un chat passer derrière, c'est parce qu'en fait il y a un chat qui s'appelle Jérôme et qui habite ici dans le studio. Il est là. Jérôme. Et en fait il garde le studio quand je suis pas là. Hein, et souvent en fait il vit derrière les BD là dans le bureau. Jérôme. Oui Jérôme, ah. C'est moi. Le voilà, petit chat. Bon là il est un peu timide, mais voilà, peut-être que vous le verrez passer comme ça de temps en temps derrière. Je vais essayer de faire au mieux, hein, de montrer quand même étape par étape, parce que l'idée ça va être de faire thème par thème, hein, dans l'ordre chronologique. Le problème c'est que je suis allergique au chat. Ok. Voilà, on va faire thème par thème, on va commencer par le premier et je vais replacer un peu le tableau au centre hein, pour pouvoir cadrer, je vais voir comment je vais cadrer ça. Mais bon voilà, on est parti. Ok, donc ce que je vais commencer par faire, c'est réaffermir au crayon bleu toutes les différentes zones, la structure interne en fait du tableau, pour être sûr voilà, de ne pas se tromper au niveau du placement des éléments et de leurs proportions. Ok, donc on y va pour le premier mot. Le premier mot c'était cristal. Et cristal ça a été galère de trouver, le premier mot a été galère en fait. Alors ce que j'ai trouvé qui ressemblait le plus à un cristal, c'est cet élément au centre du tableau. C'est pas une boule, mais c'est comme un œuf de cristal, voilà, entouré par 2 anges. Je ferai les 2 anges plus tard, hein, parce qu'il y aura un thème qui ira avec les anges. Mais voilà, du coup j'ai fait cet élément pour le mot cristal. Et pour m'approprier d'emblée cette version du tableau,
J'ai mis à la place de l'étoile mon logo, hein, le logo du site Apprendre le dessin. Comme ça on commence bien. Voilà, ça m'a déjà pas mal fatigué, donc on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Non, je déconne. On passe à la suite. Alors c'est le mot suit, costume. Alors, une des grandes inspirations du tableau, ça a été le clip de Leave Me Alone, qui a été réalisé par Jim Blashfield. Et en fait, la pochette de l'album Dangerous peut être considérée comme une continuation graphique amorcée dans le dernier clip de l'album précédent. Le clip personnifie en fait Michael en parc d'attractions, hein, comme si sa vie, sa personne était l'objet du divertissement, de ce qui divertit les foules. Mais le clip le dédouble, hein. Il y a deux Michael en fait, il y a Michael le parc d'attractions et Michael taille humaine qui visite le parc d'attractions. Il est spectateur de son propre spectacle. Et c'est cette dichotomie qu'on retrouve aussi dans le tableau Dangerous. Et la vidéo, elle est plastiquement superbe, hein. Elle est remplie d'animes stop-mo qui sont trop bien, qui donnent un aspect au clip, un côté à la fois glauque et fun, et ça a vachement inspiré Mark Ryden pour le tableau. Donc dans la chanson, on a ces paroles dans le refrain « Just stop dogging me around », qui veut dire arrêter de me harceler en fait, et le mot harceler du coup en anglais a une origine étymologique liée à dog, et c'est pour ça que dans le clip, les journalistes, les paparazzis sont de vrais chiens habillés avec des costumes. Voilà notre Inktomo. Et il va y avoir cette idée qui va être reprise dans le tableau. Et du coup, on va aller voir ça un peu plus près. Là, je me trouve au musée de l'armée aux Invalides parce qu'il y a un tableau que j'aimerais vous montrer. Cette idée est effectivement bien reprise dans le tableau, hein. On voit bien un chien qui porte un costume. Et en fait, cette partie reprend à l'identique un célèbre tableau de Ingres, Napoléon Ier sur son trône impérial. Et on peut voir qu'il a repris exactement voilà, la même pose, le même costume, la même position des bras, des sceptres. Il y a juste une exception près, le pied, qui lui a été tiré d'un autre tableau de Ingres, Jupiter et Thétis, où voilà, il a mis une tongue avec les lettres MJ. Une petite anecdote en passant, quand Napoléon est arrivé à Paris, il n'a jamais déménagé, parce qu'en fait dès qu'il est arrivé, il avait trouvé un bon appart. Mon dessin, je vais faire exactement la même chose, je vais reprendre les positions du tableau de Ingres, enfin des tableaux de Ingres, et je vais apposer la tête d'un autre chien, qui lui s'appelle pour le coup vraiment Napoléon, puisque c'est le chien de campagne des Aristochats, celui du duo Napoléon et Lafayette là. Napoléon, oh, revoilà les chaussures qui grincent. Oui, je les entends. Et même s'il a un chapeau, je vais lui laisser pour le coup la couronne du tableau et lui faire tendre l'oreille comme dans le film là. Ça, il écoute probablement la musique que tous les anges autour font. Et on verra ça plus tard. Mot suivant, vaisselle. Donc c'est pas faire la vaisselle, c'est le navire, le vaisseau. Donc il y a une évidence en fait dans le tableau, il y a un petit navire en bas qui est une référence directe à l'attraction Pirates des Caraïbes de Disneyland. Donc voilà, on va faire ça tout simplement. Mot suivant, c'est nœud. Alors j'ai trouvé le nœud papillon du vieux monsieur en bas du tableau là. Et pendant des années, en fait, je me suis demandé c'était qui ce mec sur la couverture. Je comprenais pas qui c'était avec ce personnage comme ça habillé en magicien sur la tête. Et j'ai compris en fait très récemment, en lisant le livre d'Isabelle Petitjean, que c'était en fait P.T. Barnum, donc Phineas Taylor Barnum, qui était un entrepreneur américain dans le domaine du spectacle et du cirque, et qui faisait en fait de l'entertainment en exposant au regard du public des personnes qui avaient une particularité physique, quoi. C'était donc les femmes à barbe, les hommes très très poilus qu'on faisait passer pour des loups-garous, et puis aussi des personnes de très petite taille comme son acolyte le plus connu qui était Tom Pouce.
qui mesurait à l'âge adulte 1m02, qui est celui qui est représenté du coup sur le tableau. C'était toutes ces personnes qu'on appelait à l'époque les freaks. Et à ce sujet, si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille évidemment de regarder absolument le film de Todd Browning, Freaks, la monstrueuse parade en français je crois. Gooba gobble, gooba gobble. We accept her, Gooba gobble, gooba gobble. One of us, one of us. Gooba gobble. Et je vois également un rapprochement dans l'idée de poser Tom Pouce sur la tête de P.T. Barnum, parce que finalement Tom Pouce, c'est vraiment l'incarnation physique de l'enfant qui ne peut pas grandir. Hein, et ça nous renvoie à Peter Pan et ça nous renvoie à Michael Jackson, puisque c'est ce qu'on a toujours dit, hein, que c'était un enfant qui n'avait pas grandi. Donc il y a clairement en fait une affinité entre Michael et les Freaks. Back to the circus, you freak. Mais aussi entre Michael et P.T. Barnum. Et d'ailleurs, il y a eu un film récemment sur lui, sur P.T. Barnum, qui s'appelait The Greatest Showman. Et en fait, si tu regardes le film, le premier plan du film, c'est Michael Jackson. Bien que le film et les personnages sont très loin de la réalité historique, hein, parce que c'est même une réécriture totale de qui a été P.T. Barnum. Hein. Mais je vous laisserai aller voir sur Wikipédia, le vrai bonhomme est beaucoup moins drôle. Donc pour mon interprétation Inktoberesque, je me suis rendu compte en fait en faisant tous mes brouillons que je refaisais en fait que des persos de Disney. Bon mais vous verrez plus tard, ça a du sens, enfin j'ai essayé de mettre un peu de sens là-dedans. Et du coup je me suis dit bah c'est qui le plus grand showman sur Terre pour moi et pour Michael Jackson? Bah c'était en fait Walt Disney lui-même. Donc je vais pouvoir refaire Walt Disney et lui mettre sur la tête un des 7 nains qui lui a permis de faire la révolution cinématographique. Et en plus il se trouve qu'il y a le chiffre 7 sur le chapeau, donc sûrement une référence à Blanche-Neige et les 7 nains. Et donc je vais faire simplet en costume de Tom Pouce évidemment avec la baguette magique. Raven, pour le mot corbeau, à la base, je m'étais dit, bah c'est simple, je vais transformer en fait la reine oiseau en reine corbeau. Et puis en fait, je me suis rappelé du personnage qui ne fait qu'un avec son corbeau dans les films de Disney, et c'est Maléfice. Mon Dieu, voici Maléfique. Et donc ce dessin de la reine oiseau fait évidemment écho à celui du Napoléon chien de l'autre côté du tableau. Cette fois-ci, il est inspiré par 2 sources. En fait, il y a d'abord un tableau de la reine d'Angleterre, la reine Elisabeth I, la première reine Elisabeth, qui avait été peint par Marcus Geraerts, notamment pour le costume. Et pour ce qui est du sceptre, de la cape, de la couronne, c'est plutôt inspiré d'une photo du couronnement d'Elisabeth II, photographiée par Cecil Beaton en 1952. Et donc on a ces 2 persos qui sont en fait une représentation des systèmes politiques qu'il y avait avant en Europe, on a à savoir l'Empire français et la monarchie anglaise, qui sont vus des États-Unis, en fait l'ancien monde quoi. Donc il y a un petit peu cette idée de représenter par des animaux, l'idée que les animaux sont les rois et les reines et les empereurs et même les dieux de cette planète, et que c'est à eux qu'on doit le respect, un petit peu dans un esprit animiste. Spirit, en parlant d'esprit, Spirit, j'ai choisi du coup tous les petits anges qu'on voit un peu partout dans le tableau, là, les petits chérubins qui sont hérités évidemment de la peinture classique qu'on voit souvent dans les tableaux classiques. Et voilà, c'est tous les esprits en fait de la musique, ils ont tous des instruments, et du coup bah, je me suis dit chérubin, musique, voilà, je vais refaire en fait les petits chérubins de Fantasia.
Mot suivant, c'est fan. Comme j'ai pas trouvé de ventilateur dans le tableau, bah, je me suis mis moi. Hein, le fan, faut être un fan un peu taré pour faire ce que je suis en train de faire. Donc je me suis mis en bas dans le tableau à la place de Macaulay Culkin. Salut Isabelle. Salut. Ça va, tu me vois? Ouais, je te vois bien. Bah ouais, mais j'ai forcément pensé à toi, vu le projet que je fais de refaire le tableau de Mark Ryden. Parce que du coup, je te présente rapidement, t'es docteur en musicologie et t'es spécialiste universitaire de Michael Jackson. T'as fait ta thèse sur Michael Jackson et surtout t'as écrit ce livre sur le tableau, la culture pop au Panthéon des Beaux-Arts. Alors évidemment, pour faire mes vidéos, bah, je l'ai lu, je l'ai relu, je l'ai annoté de partout, mais alors, je vais pas pouvoir parler de tout évidemment dans mes vidéos, mais si tu pouvais faire une petite présentation rapide du tableau en lui-même et du travail de Mark Ryden. Alors, une présentation rapide, c'est compliqué quand même. Et ben, c'est un tableau qui a nécessité quand même 6 mois de travail. Et ce qui est vraiment intéressant dans ce tableau, c'est qu'on croise les deux mondes de Michael Jackson et de Mark Ryden. Avec beaucoup de similarités et de points communs. Donc, Mark Ryden est un peintre surréaliste américain qui mélange vraiment tous les genres. Il est très éclectique. D'ailleurs, son bureau, il le compare à un cabinet de curiosité. Donc voilà, il chine. Bon. Et on voit effectivement dans le tableau le débordement d'éléments qui pourraient presque parfois n'avoir rien à voir ensemble. Mais le tout quand même débouche sur une cohérence. Comme tous les fans, au début, on cherche les petits signes qui se rapportent à Michael, parce que c'est quand même la première pochette sur laquelle il disparaît, en quelque sorte, hein, ouais. Après Bad et les autres. Donc on le cherche. Alors bien sûr, il y a ses yeux, et puis finalement, on va trouver un gant, on va trouver un personnage qui lui ressemble. Et puis, au fur et à mesure, quand même, quand on scrute cette pochette, on commence à se rendre compte qu'il y a un petit peu des sortes de messages codés, en tout cas, qu'il y a des choses, les objets ne sont pas posés de manière anodine, il y a forcément un message derrière. Et là, quand on veut bien commencer à gratter, on va vraiment tomber sur un immeuble de références et de messages. Ça serait quoi, du coup, d'après toi, les thèmes justement principaux du tableau? Alors, évidemment, il y a le thème de l'environnement, ouais. Il y a le thème du pouvoir, il y a le thème de la foi, le thème du le mystère, hein, qui dans son ensemble englobe la chose, ouais. L'enfance. Mais d'ailleurs, je sais plus si c'était dans ton livre ou dans un exposé que tu avais fait, mais tu parlais en fait d'une dualité entre le sérieux du thème de l'écologie, de la pollution, voilà, de la religion, qui est mélangé avec des thèmes très légers comme le cirque, le spectacle, le mystère, enfin Michael Jackson même, la personne, du coup, la célébrité, quoi. Il y a ce contraste en fait fort entre deux thèmes qui sont très sérieux et à la fois très très mais je crois que justement c'est pour moi c'est très représentatif de Michael Jackson, parce que Michael Jackson était quelqu'un de très sérieux, de très cultivé, quelqu'un qui avait une conscience du monde contrairement à tout ce qu'on pouvait penser, mais qui en réalité nous montrait l'aspect qu'on connaissait le plus de lui, c'était l'autre côté, c'était le côté enfantin, le côté naïf, le côté joueur, le côté candide, et il avait toutes ces phases en lui. Et je trouve ça intéressant d'avoir réussi à montrer tous les aspects, cette pluralité, ce kaléidoscope de ce qui intéresse Michael Jackson et de ce qui le fait finalement. Et c'est vrai que c'est assez, caractéristique de voir que finalement, on cherche Michael Jackson en premier dans le tableau, on s'amuse on cherche le divertissement, on s'amuse, et très souvent les gens s'arrêtent là. Ils n'ont pas franchi le pas supplémentaire, parce que la vision qu'on avait longtemps et qu'on a encore aujourd'hui de Michael Jackson est une vision de divertissement, est une vision légère. On imagine très rarement qu'en fait c'était quelqu'un de très profond, de très conscient et de très écorché. Donc le tableau finalement montre bien tous ces aspects-là. Moi je trouve que c'est une incarnation quelque part de ce Michael Jackson de 33 ans, oui, qui est quand même finalement à un âge symbolique fort, qui dans sa vie subit des changements, des prises de conscience fortes aussi, et qui finalement est cristallisé à un moment donné par cette œuvre-là. Donc fait un petit stop au musée d'Orsay pour être au plus près de l'histoire de la peinture, et c'est drôle parce que j'ai pris un petit café avant, hors de prix,
Et on en est là, au thème du regard. Et ils m'ont filé des petits choux à la crème en forme d'yeux. Ce que je voulais dire, avant qu'on aille voir les tableaux. Pas bon. Dans l'histoire de la peinture, le regard au spectateur, qui est l'équivalent au cinéma du regard caméra, est un thème qui est très récurrent et qui est toujours porteur de sens en fait. Par exemple, un des regards les plus connus au monde, il est juste à côté au musée du Louvre, c'est le regard de la Joconde. Il y a un regard, je ne saurais même pas comment le qualifier en fait, c'est un regard énigmatique au possible. Il y a aussi le regard candide de la jeune fille à la perle, de Vermeer. Et bien sûr le regard de fou, du désespéré de Courbet. Bon, mais ça concerne surtout des regards de portrait. Il peut y avoir des regards tout aussi appuyés dans des formats plus larges. C'est ce qui avait causé scandale, justement, avec la fameuse Olympia de Manet. Donc c'est ce regard froid et direct, comme ça, d'une prostituée nue, qui nous regarde, qui regarde le spectateur directement, et qui avait fait vraiment scandale à l'époque. Surtout par rapport à ce format large, qui était normalement réservé au tableau d'histoire, quoi. Puis surtout ce qui avait fait scandale, c'était le regard de ce chat là qui est complètement pété. Donc le regard sert toujours à happer celui du spectateur, à happer son attention. Et même dans les fresques immenses comme celle-ci. De Thomas Couture, les Romains de la décadence, que j'adore. Alors, le tableau est vraiment immense, les personnages en fait sont quasiment en taille réelle. Et voilà, en plein centre, on a cette femme là qui est perdue au milieu de tous les corps et qui regarde le spectateur, quoi, d'un regard lascif. Elle est quasiment dans la même position d'ailleurs que l'Olympia de Manet. Et voilà, elle est perdue au milieu de tous ces corps qui sont voilà, dans la décadence romaine. Donc c'est le péché, c'est une débauche de luxure, de gourmandise, de paresse, tous les péchés en fait de l'époque représentés. Et donc en tant que spectateur, voilà, il y a un petit côté voyeur. Et d'ailleurs il y a ce gars aussi là qui nous regarde, qui a sa tête qui surgit un petit peu d'entre les corps et qui surprend en fait, comme s'il nous surprenait en train de les regarder. Voilà, ces regards sont là en fait pour faire questionner le spectateur sur ce qu'il est en train de voir. Et en l'occurrence tout le péché et la décadence qui se déroule autour d'eux. Le regard de Michael Jackson est méga imposant, il prend beaucoup d'espace sur le tableau et en général quand tu le découvres c'est le premier endroit où va se poser tes yeux. Et seulement ensuite tu vois que le visage est caché en fait. Et ce qui était un petit peu une habitude à l'époque parce qu'il avait anticipé le Covid évidemment. Mais voilà, il y a vraiment cette idée de mystère Jackson parce que le visage de Michael Jackson a toujours été l'objet de discussions, de moqueries, même de stupéfaction, tellement il a évolué en fait au cours du temps. Et l'idée de le cacher est une façon très claire en fait de faire parler, de créer du mystère, de donner l'envie de voir derrière en fait. Mais aussi parce que c'est un regard androgyne, mi-homme, mi-femme, et qui du coup interroge le spectateur, sur le porteur de ce regard, mais aussi sur le thème du tableau, sur l'extinction des animaux, la pollution, la destruction de la planète. C'est un regard qui renvoie à ce que va faire le spectateur face à cette orgie destructrice qui est représentée dans le tableau. Pressure, under pressure. Pressure, la pression c'était assez facile parce qu'il y a en fait dans le monde dangerous, là, le monde dangereux qui est ouvert, qui est caché derrière, des turbines en fait, des turbines qui polluent le monde. Pic, aïe Pic, j'ai choisi le singe volant qui fait référence en fait au singe volant de la sorcière du magicien d'Oz. Sauf que je l'ai remplacé par le singe taré de Toy Story 3. Le magicien d'Oz aux États-Unis, c'est un point de référence absolu, pas seulement pour le cinéma, mais pour toute la culture américaine. Parce qu'elle représente en fait tout ce qu'est l'Amérique. Et donc bien sûr ça a influencé Michael Jackson. Et c'est ça qui est drôle, c'est qu'il va en fait jouer tout au long de sa carrière à peu près tous les rôles du magicien d'Oz. Il va jouer l'épouvantail dans The Wiz évidemment. Thank you. And good luck. Mais aussi il va jouer le robot. Il va jouer le lion. Et à la fin, il va jouer évidemment le magicien d'Oz avec son rôle du maestro dans Ghost.
Ok guys, on n'est pas encore à la moitié, mais je crois qu'on va s'arrêter là pour aujourd'hui parce que j'ai encore beaucoup de taf. Donc je vais vous donner rendez-vous le 31 pour voir la fin de mon Inktober et vous dévoiler le résultat final. Donc voilà, en attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo et à me laisser un petit commentaire pour me dire où est-ce que vous en êtes de votre Inktober salé, c'est important. Donc voilà, on se serre les coudes et on se donne rendez-vous le 31 pour Halloween et pour le dévoilure de mon Inktober. Ciao.